La troisième, c'est le titre. La troisième, elle revient. C'est toujours la première, comme dit Gérard de Nerval. Bon. Ça va. Moteur. Bonjour. Donc nous commençons cette nouvelle année du séminaire L'Homme avec donc une surprise, une première surprise que je viens d'apprendre. Cette fois-ci, nous avons donc plusieurs interlocuteurs qui vont parler, je pense, à partir de ce que nous a annoncé l'année dernière Patrick Vallas, donc la troisième. On va écouter ce qu'ils ont à se dire et à nous dire, et puis ensuite nous reprendrons un peu nos habitudes de parler à partir de ce qui s'est énoncé. Donc je vous laisse la parole. Donc la troisième, c'est essentiellement parce que nous sommes entendus avec Patrick sur un invariant là-dessus, c'est-à-dire tout Lacan est dans la troisième. Tout Lacan, il faut savoir comment manier le signifiant tout, c'est-à-dire c'est comme l'absolu hegelien, c'est-à-dire que c'est un tout qui est troué, mais il n'empêche que dans la troisième de Lacan, à la fois par son énonciation, parce que nous devons aussi le fait qu'il y ait un enregistrement à Patrick Vallas, qui a enregistré Lacan à Rome, et donc c'est son enregistrement, c'est sa transcription. Et donc dans cette conférence-là, l'énonciation de Lacan rappelle essentiellement deux choses. C'est que premièrement, l'inconscient parle originellement allemand, et donc c'est très difficile de réintroduire l'inconscient dans le français, et ça c'est l'apport décisif de Lacan, c'est-à-dire sa locution même. Et en fait, le schéma narratif de la troisième, tel qu'elle se déploie sur 2h48, c'est vraiment une tresse où vont être mêlés imaginaire, symbolique et réel. D'ailleurs, il dit dans la conférence de presse qui précède la troisième, à Rome, aux journalistes, il dit « Vous écoutez, mais est-ce que vous saisissez un petit bout de réel là-dedans ?» Et donc, la troisième, c'est vraiment presque le manifeste de tout l'enseignement. Vous pouvez entrer dans l'enseignement, dans la substance même de l'enseignement de Lacan, par une écoute attentive, bien sûr, un travail sur la troisième, tout y est. Voilà. Donc, Patrick va nous dire dans quel contexte... Moi, je parle maintenant. Oui, vas-y. Bon, alors, la troisième, c'est pas du tout l'occasion de ce que Lacan soit venu 3 fois à Rome qui compte, mais il inscrit cette troisième dans la répétition freudienne, la conception de la répétition freudienne. C'est ça qui est important. Alors, à l'origine, pour que le signifiant existe, il faut qu'il en manque un. Donc ça s'écrit 0. 0, c'est le marquage, le premier marquage signifiant du sujet, qui lui-même se situe entre 0 et 1. Ensuite vient le 1, puis le 2, mais le 2 ouvre à la répétition, mais ce n'est qu'à partir du 3 que la répétition commence, et c'est parce qu'il y a le 3 qu'il y a le 2. Hein? Ça, c'est très important. Alors, la répétition, en fin de compte, il se répète du pareil, mais pas du même. C'est-à-dire que du pareil au même, il y a toujours la place pour une petite différence. Hein? C'est-à-dire que dans la répétition, il y a toujours du nouveau. Ça, c'est très important. Et c'est ce qu'on entend dans les cures quand les analysants disent « mais je dis toujours la même chose ». C'est vrai, ils tournent autour de la chose, toujours la même, leur chose à eux, qui est le désir et la jouissance en termes freudiens et lacaniens, mais
ils le disent jamais de la même façon. Ils le disent toujours la même chose, mais autrement. Alors, la première, si vous voulez, de Rome, il y a eu le vrai premier, c'est le 0, c'est-à-dire, le chiffre que j'ai donné comme chiffre 0. Le premier, en fait, c'est son texte sur réel, imaginaire et symbolique, qu'il a produit dans une conférence quelques mois avant d'aller à Rome en 1953, même si à l'époque, il ne donnait pas les mêmes définitions que l'on va voir ici. C'est déjà ça le 0. Donc le 1, c'est le discours de Rome. 53, fonction et champ de la parole et du langage. À l'époque, Lacan était enthousiaste parce qu'il était en train d'introduire finalement dans le champ freudien et dans la pratique le fait que c'est la parole qui est le moyen de la cure. C'est qu'on y parle et que c'est ça l'outil. Ce n'est pas le transfert qui est moyen, c'est la parole. Le transfert n'étant qu'un résultat lié à la dimension de la parole. La deuxième, c'est une conférence qu'il est aussi allé faire à Rome, dans un moment, disons, d'échec, puisque ça s'appelle « Raison d'un échec », mais ce n'est pas dans le texte « Raison d'un échec » qui a été publié que se trouve la clé du truc, c'est dans le fait qu'il a produit un peu avant un autre texte qui s'appelle « La méprise du sujet supposé savoir ». Et la méprise est la suivante, de façon très schématique, sujet, trait, supposé, trait, savoir. Ce qui est supposé, ce n'est pas le sujet, c'est le savoir. Là, c'est très important. Et la méprise, bien entendu, a été que des analysants se sont pris pour des maîtres ou des suffisances et se sont mis en position de l'analysant croit, sait que je sais, et je sais que je sais. C'est pas ça du tout qu'il disait. Voilà où est la raison d'un échec qui tourne autour de l'expérience de la passe. Très important parce qu'en fin de cure, c'est pas le savoir qui est destitué justement, c'est le sujet. C'est lui qui doit consentir à ce qu'il est assujetti au savoir inconscient qui le surdétermine. Troisième temps, Rome. Alors à Rome, c'est un autre ton chez Lacan, moi que j'y vois quelque chose comme une certaine désespérance chez lui, qui accomplit sa pensée de ce qu'il y a eu un échec là, et on voit bien que par moments il grince un peu des choses, mais en même temps c'est une relance. C'est une relance parce qu'il est en train de ramasser tout son enseignement et de redistribuer autrement les termes. Alors il y a quand même du nouveau, et il y a un élan là dans ce texte chez lui quand même, que vous saisirez quand on vous fera entendre un petit passage. Deuxième point, et puis je m'arrêterai là, c'est qu'on est en train de passer de la notion du signifiant comme interditeur de la jouissance au signifiant comme cause de la jouissance. Ça va avoir des conséquences très importantes parce que Lacan a inventé la langue, et la langue, ça fait pour jouir et non pas pour communiquer. Et c'est ça qui est très important, une des arêtes principales de ce texte. Bon, je vais en rester là, on va commencer à vous faire entendre les choses, et petit à petit, on discutera ensemble là-dessus. Voilà. Voilà, donc on va entendre le début de la troisième, puisque l'énonciation de Lacan, puisque c'est celui quand même qui permet aujourd'hui de saisir l'inauthenticité d'une position, dans la mesure où, quand le sujet de l'énonciation n'est pas contenu dans ses propres énoncés, on est dans l'exposé de connaissances, donc dans le discours universitaire, ce qui n'est absolument pas le cas de Lacan, puisqu'il considère que c'est un discours qui est antagoniste à la psychanalyse. Et donc, on va entendre son énonciation et on va mesurer dans son énonciation même ce que ça veut dire qu'un sujet de l'énonciation avec Lacan. Donc le début, parce que déjà dans le début, selon le principe latin pars pro toto, il y a déjà la totalité de la troisième dans les premières minutes, vous allez voir. Entendre plutôt. À cause du fait que j'ai entendu hier et aujourd'hui des choses, aujourd'hui, ce matin, des choses excellentes. Je ne vais pas me mettre à nommer les personnes, parce que ça fait palmarès.
J'ai entendu ce matin particulièrement des choses excellentes. Alors, je vous préviens que je lis. Vous comprendrez après pourquoi. Je l'explique à l'intérieur. La troisième, c'est le titre. La troisième, elle revient. C'est toujours la première, comme dit Gérard de Nerval. Y objecterons-nous que ça fasse disque? Pourquoi pas? Si ça dit ce que. Encore faut-il se dire ce que l'entendre. Ce quelque chose que le disque ourdronne. Si j'injecte ainsi un bout de puce d'onomatopée dans la langue, ce n'est pas qu'elle soit en droit de me retoquer. Il n'y a pas d'onomatopée qui déjà ne se spécifie de son système phonématique à la langue. Vous savez, pour le français, Jacobson l'a calibré. C'est grand comme ça. Autrement dit, que c'est d'être du français que le discours drame. Je tempère ça à remarquer qu'Ourdrome est un ronron qu'admettrait d'autres la langue. Si j'agrée bien de l'oreille à telle de nos voisines géographiques. Donc ça nous sort naturellement du jeu de la matrice, celle de Jacobson, celle que j'en spécifiais à l'instant. Bon, comme il ne faut pas que je parle trop longtemps, je vous passe un truc. Ça me donne l'occasion, simplement, ce tour de Rome, de mettre la voix sous la rubrique des 4 objets dits, par moi, petit a. C'est-à-dire de l'art vidé, de la substance qu'il pourrait y avoir dans le bruit qu'elle fait. C'est-à-dire la remettre au compte de l'opération signifiante, celle que j'ai spécifiée des effets dits de métonymie. De sorte qu'à partir de là, la voix, si je puis dire, la voix est libre. Libre d'être autre chose que substance. Voilà, mais c'est une autre délinéation que j'entends pointer en introduisant ma troisième. L'onomatopée qui m'est venue d'une façon un peu personnelle
me favorise, touchant du bois, me favorise de ce que le ronron, c'est sans aucun doute la jouissance du chat. Que ça passe par son larynx ou ailleurs. Moi, j'en sais rien, quand je les caresse, ça a l'air d'être de tout le corps. C'est juste ce qui me fait entrer. Parce que je veux partir. Par-delà, ça ne vous donne pas forcément la règle du jeu, mais ça viendra après. Hein? Je pense donc se jouit. Ça rejette le donc usité, hein, qui se dit je suis. Bon, je fais un petit banillage là-dessus. Rejeter, hein, si c'est à entendre, comme ce que j'ai dit de la forclusion. Que rejeter le je suis, hein, ça reparaît dans le réel. Ça pourrait passer pour un défi à mon âge. À mon âge, ou depuis 3 ans, comme on dit ça aux gens qui on veut l'envoyer dans les dents, depuis 3 ans, ce crainte était mort. Mais même si je défuntais, hein, à la suite, ça pourrait bien m'arriver, c'est arrivé à Lévi-Strauss, comme ça, à la tribune. Descartes n'a jamais entendu à propos de son je suis dire qu'il jouissait de la vie. C'est pas ça du tout. Quel sens ça a, son je suis? Ben, exactement mon sujet à moi. Le jeu de la psychanalyse. Naturellement, il ne savait pas, le pauvre. Il ne savait pas, ça va de soi, il faut que je lui interprète. C'est un symptôme. Car de quoi est-ce qu'il pense avant de conclure qu'il suit la musique de l'être, sans doute? Il pense du savoir de l'école dont les jésuites, ses maîtres, lui ont rebattu les oreilles. Et il constate que c'est léger. Ce serait meilleur tabac, c'est sûr. Il se rendait compte que son savoir va bien plus loin qu'il ne croit, hein, à la suite de l'école, qu'il y a de l'eau dans le gaz, si je puis dire. Et du seul fait qu'il parle, car parler de la langue, il a un inconscient, hein, et paumé, comme tout un chacun qui se respecte. Ce que j'appelle un savoir impossible à rejoindre pour le sujet, alors que lui, le sujet, il n'y a qu'un signifiant seulement qu'il représente auprès de ce savoir. C'est un représentant, si je puis dire, de commerce avec ce savoir constitué pour Descartes, comme c'est d'usage à son époque, son insertion dans le discours où il est né, c'est-à-dire le discours que j'appelle du maître, le discours du noblio. C'est bien pour ça qu'il n'en sort pas avec son je pense, donc je suis. Voilà, donc je pense, donc
je suis. Alors, comme vous avez pu l'entendre dans cette toute petite introduction, ça fait même pas une page et quart, hein, il y a 10 minutes, il y a déjà une richesse d'articulation qui permet d'entrevoir que le réel, l'imaginaire et le symbolique peuvent être amenés par la voix, puisque les phrases de Lacan, donc le dit ne va pas sans dire, donc dans l'énonciation même de Lacan, dans son erreur, hein, puisque vous avez vu que parler, c'est prendre le risque de se tromper. C'est pas comme aujourd'hui, on arrive avec des textes calibrés, relus 50 fois, c'est des fois qu'on se trompe. Et que lui, carrément, il envoie son ami Lévi-Strauss déjà ad patres, alors que c'était pas de Lévi-Strauss qu'il s'agissait, bien sûr, c'était de Merleau-Ponty. Et donc, il commence par, je l'ai lu comme ça, je l'ai entendu comme ça, je l'ai entendu plusieurs fois, à cause de ce que j'ai entendu, etc. Et ce que j'ai entendu, c'est à cause, c'est-à-dire petit a, le seul concept dont il revendique la paternité, cause. Et donc c'est lui qui cause, et ça c'est une manière d'entendre, comme on va le voir avec Patrick, avec le ourdrom, la manière dont il décompose le signifiant pour faire entendre ce que c'est le signifiant, parce qu'aujourd'hui on a parlé... Là, il y a peu de temps, même dans les méthodes d'apprentissage, parce qu'on va essayer de resituer un peu ce travail de Lacan dans son actualité brûlante, hein, que ce soit l'actualité dont nous bombardent les médias ou l'actualité de notre vie quotidienne. Donc, par exemple, moi j'ai une fille qui rentre en cours préparatoire et on lui apprend à lire avec cette méthode, soi-disant globale, ce qui est une aberration absolue, hein, puisqu'après c'est très difficile de remonter le signifiant. Donc là, avec ce ronron... Justement, je vais te reprendre là-dessus, puisque tu avais pointé qu'on allait mettre en avant un petit peu, enfin c'est même pas nous qui le mettons en avant, ce que c'est que le grain de sable de l'énonciation et l'énonciation du sujet, tel que Lacan l'a produit là d'une façon assez époustouflante. Vous avez vu quand il fait cette série, sa phase disque, dit ce que, en fait il fait scintiller les phonèmes de la langue. Autrement dit, il fait et puis après ça fait ourdrom et ça l'emmène par association métonymique, parce que c'est quand même ça, hein, c'est pas du tout, il n'a pas lu son texte là, contrairement à ce qu'on dit, il s'est mis à parler, hein. Et donc ça le conduit au ronron du chat. Donc il est en train d'introduire la dimension d'abord de la langue comme parler, qui fait apparaître des phonèmes et qui fait des sons, mais en même temps, il va la désubstantiver pour en faire pour lui donner un procès logique, hein. Ça c'est très important, en soulignant, on le verra peut-être plus tard et je vais m'arrêter là-dessus, qu'effectivement, on parle d'abord pour jouir. Et ce qui est très important quand il introduit le ronron du chat, c'est qu'il dit qu'avant la parole et avant le signifiant, il y a une jouissance du corps, fondamentalement énigmatique, puisque on ne sait pas très bien ce que c'est, hein. Voilà. Alors, on peut... Alors, évidemment, le petit a qui est le signe de la troisième, puisqu'il annonce dès le début donc les 4 objets dits par moi petit a, donc avec sa propre voix, comme étant, selon son souhait, vidée du bruit qu'elle fait. Donc il reste la chaîne signifiante. Cette chaîne signifiante, là, c'est ce qui va amener à cerner jusqu'au bord du réel. À la fin, on va le voir, hein, mais le temps est long jusque-là, puisqu'il va visiter en fait toute l'histoire de la pensée humaine, des arts, etc. Il va citer beaucoup dans la troisième, alors que c'est pas le genre tellement à citer, mais là on va voir qu'il va citer aussi bien Parménide que Platon, que Hegel, que Marcel Duchamp, etc. Et il va essayer d'amener par la qualité de son énonciation même la possibilité de faire entendre quelque chose du réel. Et donc, oui. Oui, alors, aller trop vite, c'est bon, cette voix justement, hein, comme objet petit a, comme il a des substantifs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas la voix, c'est pas ce qu'on entend. Hein, celle qui est enregistrée, c'est pas ça la voix pour Lacan. La voix, vous l'entendez parce que dans sa façon d'énoncer, il change de registre. C'est pas le timbre non plus. C'est pas du. Il y a une espèce de modulation qui
oriente, qui fait apparaître un sens qui n'est pas la signification. Parce qu'on ne comprend pas ce qu'il a dit depuis le début, pratiquement. Hein. C'est quand même important. Mais ça s'enchaîne et on le suit. Et ce n'est pas la musique de lettres non plus. C'est autre chose. Parce qu'il est en train de passer au registre, justement, de la consistance logique de l'objectita. Et puisque tu as remarqué, moi j'avais pas remarqué ça tout de suite, parce que Lacan parle des 4 objets, mais dans le nœud borroméen, il ne parle pratiquement que de la voix. Hein. Et l'objectita n'a plus le statut qu'il avait avant, c'est un objet obtenu dans le nœud borroméen par coincement. Donc c'est une approche, c'est ça le nouveau pas qu'il fait dans son enseignement, avec la langue, avec la jouissance, avec cette forme d'écriture qu'est le nœud borroméen, qui n'est pas un simple dessin. Bien, alors ben justement, c'est que cet objet, dès qu'il y a objet, il y a son contrepoint qui est le sujet. Pour qu'il y ait un objet, il faut qu'il y ait un sujet. C'est-à-dire les termes sont corrélés, indissociables. S'il y a un objet, c'est qu'il y a un sujet. Le sujet de Lacan, évidemment, c'est là où il y a une grande différence avec le sujet, ce qu'on a appelé le sujet dans la tradition philosophique, mais aussi, je veux dire, aujourd'hui, il y a très peu de gens qui emploient le terme sujet, qui est un sujet divisé, un sujet barré, dans l'acception précise qu'en donne Lacan. Donc, très souvent, il y a une confusion entre l'individu, la personne, le sujet, etc. Mais le sujet, c'est justement pas l'individu, la personne, etc. Puisqu'il le dit très précisément dès le début, hein, puisque ce savoir va bien plus loin qu'il ne le croit à la suite de l'école, qu'il y a de l'eau dans le gaz, si je puis dire, et du seul fait qu'il parle, car parler, c'est parler de la langue, il a un inconscient. Et paumé comme tout un chacun qui se respecte, ce que j'appelle un savoir impossible à rejoindre pour le sujet, alors que lui, le sujet, etc., il est représenté par un signifiant pour les autres signifiants. Alors, je crois que c'est important cette histoire d'un savoir impossible à rejoindre, puisque, en fait, dans la doxa analytique, on pense que le savoir inconscient se déchiffre. Il y a quelque chose là d'une indication de ce qu'il avancera peut-être quelque temps après, de l'inconscient réel, dont on tâchera d'aborder les points, qui est assez compliqué finalement, parce que il n'a pas tellement développé, mais que l'inconscient réel, qui dépend de la langue, n'est pas tout à fait l'inconscient structuré comme un langage. Il y a un décalage qui se fait là, et je note ça, je n'avais pas repéré ce truc-là, là, ça m'apparaît là d'une façon assez... Tu insistes de ça. Hein. Donc il annonce encore quelque chose qui va apporter petit à petit. Et c'est cette notion d'impossible, donc, qui définit le réel, puisque, en fait, on pourrait dire que, en termes de discours, ce qui caractérise le discours le plus antagoniste donc, au discours analytique, c'est le discours dans lequel nous sommes. Un discours capitaliste qui est une forme dérivée du discours universitaire. Donc, c'est tout est possible. C'est l'affiche de Sarkozy pour les élections, c'était avec moi, tout est possible. Tout est possible. Tandis que Lacan, il dit non, justement, pas tout. Il y a un impossible. Donc c'est de cet impossible-là que va pouvoir émerger la notion de sujet. Donc c'est le non-sens aussi, hein, parce que vouloir donner du sens à tout, on va voir, il va opposer ça à la religion, etc., parce qu'il prétend, et à juste titre, hein, que la psychanalyse est la seule capable de mener de front un combat contre la religion, qui est annoncé comme une défaite, malheureusement. Mais c'est de ce fait-là, de l'impossible, et c'est ce savoir impossible à rejoindre dans le réel, il est aussi bien l'inconscient réel que aussi dans la langue elle-même, un impossible qui la constitue. Donc ça, ce sont des notions qu'il aborde très rapidement, parce qu'au fond, c'est ce qui va déployer pendant... Et on sent, hein, c'est comme une performance... artistique en fait, hein, c'est une performance locutoire, et c'est comme s'il rassemblait son enseignement comme ça, et puis il se lance. Alors il commence avec ses 66 pages qu'il a eu la crétinerie d'écrire pour vous, c'est ce qu'il dit. Donc, et puis après il abandonne les 66 pages, et puis il essaye de laisser la parole parler. Alors, justement, c'est important parce que il va dire que, bon, la jouissance de la langue, elle s'exerce sur deux registres. Hein. L'inconscient étant un savoir-faire de la langue.
C'est ça qui est important, à savoir. Donc, l'usage de la langue, c'est une jouissance qui est deux versants. Un versant de l'uti, c'est-à-dire l'utile, et un versant du fruit, de la fruition. Ce sont des termes de Saint-Augustin, uti frutti, que vous retrouvez dans notre discours juridique avec l'usufruit. Hein? Et l'usufruit, c'est un terme qui désigne une jouissance des biens que vous pouvez avoir dans certaines conditions, mais à condition de ne pas détruire le bien dont vous jouissez. Hein? C'est ça que ça veut dire. Le veuf ou la veuve jouissent de l'appartement familial après le décès du conjoint, mais elle n'a pas le droit d'abattre les murs et de vendre l'appartement alors qu'elle a des héritiers. Donc, ces deux versants de la langue, là, uti et fruit, ça vient de cette origine-là. C'est ça qui est essentiel, et je pense que vous l'avez ressenti vous-même, que la façon dont il use, lui, des termes, sans se priver d'inventer en plus, faire des néologismes, des onomatopées, et en même temps, ça procure quelque chose à ceux qui l'écoutent. Manifestement, j'ai un peu entendu comment on écoutait ici, et quand même, il y a un silence on essaye chacun est dans son truc en train d'essayer de profiter ou de jouir de ce qu'il est en train d'entendre. Hein. Bien. Oui, parce que ce qu'il essaye de dire, comme tout un chacun, c'est que c'est impossible à dire. La liberté, en fait, il manque les mots pour l'articuler. Donc, il a une qualité locutoire extrême, c'est un très grand lecteur, c'est peut-être le plus grand lecteur du siècle, Lacan. Donc, à ce titre-là, il a... Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut parler de l'apport qu'il a eu à lire, par exemple, Hegel, Heidegger et Marx, parce qu'il est imprégné de cette pensée, mais sans la ramener justement à l'impasse de la philosophie. C'est-à-dire que la philosophie est mise en impasse justement parce qu'elle n'a pas inventé l'objet petit a. Donc de ce fait-là, elle est forcément mise en impasse. Lacan, en inventant l'objet petit a, c'est d'ailleurs la seule invention dont il se revendique. Pourtant, imaginaire symbolique et réel, c'est quand même la base de la possibilité d'une lecture du monde pour le sujet. Et il ne revendique que l'objet petit a. Cet objet petit a, en fait, et son sujet, c'est tellement difficile à dire qu'il va créer cette espèce de performance, là, je pense, après cet échec, parce que tu es obligé de se rendre compte de l'échec, comme dit Beckett, voilà, on échoue, il faut recommencer, puis échouer un peu mieux, etc. On n'est pas dans le discours universitaire, avec les objectifs, les trucs, etc. Vous allez faire ça. Non, là, c'est la prise de risque de la parole, donc c'est autre chose. Donc, il amène quand même, dès le début, parce que vous avez vu qu'on est vraiment au tout début, le discours du maître. Donc là, il y a aussi quelque chose de très intéressant, parce que dans cette matrice des 4 discours, qui lui est possible d'articuler grâce à l'invention de l'objet petit a. Donc aujourd'hui, on pourrait avoir une lecture très claire du monde grâce à cette matrice-là. Pourquoi personne l'utilise? Ça, c'est vraiment pour moi un grand mystère. C'est pas difficile d'utiliser la matrice des 4 discours pour savoir ce que dit Hollande ou Bernard-Henri Lévy, etc. Et pour voir d'où ils parlent, de quel lieu ils veulent être aimés et de qui. C'est quand même... C'est la base de la mise en catégorie, mais au sens élevé du terme, au sens kantien, de Lacan pour typifier les discours et montrer, justement, Patrick en parle très bien, il a fait un séminaire là-dessus l'an dernier, que le discours de l'analyste n'est pas... c'est pas parce que c'est le dernier venu, bon, déjà qu'il faut se pousser du col, on verra ça plus tard, mais c'est surtout qu'il n'invalide pas les autres discours. C'est que chacun des discours possède sa propre éthique. Et la canaillerie, c'est de passer d'un discours à l'autre quand ça arrange le non-sujet, qui est le moi, puisque le moi c'est un objet, c'est pas un sujet. Le moi appartient à l'imaginaire, tandis que le sujet appartient au symbolique. Donc, dans cette matrice des 4 discours, lui, il a parce qu'il va faire le premier, la différence entre le monde féodal et le monde de la production. Ça, c'est sa lecture de Marx, qui lui permet, on le verra aussi un peu plus tard, peut-être je vais un peu trop vite, mais n'hésite pas à me reprendre sur ça, parce que
dans sa lecture de Marx, il va découvrir quelque chose et il va importer des concepts marxiens dans la théorie psychanalytique. Mais cette importation, elle se fait, je dirais, dans le strict cadre freudien. C'est-à-dire qu'il dispose juste d'articulations, de formulations qui lui permettent de préciser les choses de manière évidente. Donc on va voir qu'aujourd'hui, par exemple, pour se situer, pas lancer des polémiques immédiatement, parce que bien que ça se ferait gagner de l'audience. Je vais peut-être un petit peu, pas polémiquer avec toi, mais je vais revenir un peu en arrière. C'est-à-dire que, bon, l'année dernière, on avait parlé des 4 discours et des 5 discours, puisque le 5e, il est venu beaucoup plus tardivement, puisqu'il a sorti les 4 discours en 70, et que le 5e, il l'a écrit, parce qu'il en parlait, mais c'était jamais écrit sous la forme d'un thème, il l'a écrit en 75 en Italie. Pour les Italiens, mais on est sûr que c'est lui, puisqu'il est allé au tableau l'écrire, donc pas d'erreur là-dessus. Il n'empêche que la question que ça pose, c'est que cette histoire que la psychanalyse surgisse du point de vue de la structure, et que grâce à ça, parce que ça n'avait jamais été fait avant lui, il puisse articuler la structure des autres, il puisse articuler les autres discours à partir de la structure langagière, parce que c'est ça la structure, c'est la structure langagière, qui permet de faire une écriture bivoque, puisqu'il y a des places et il y a des lettres qu'on déplace. Et on ne peut pas les déplacer n'importe comment. L'arrivée du discours capitaliste, c'est quand même quelque chose qui rompt justement la structure, puisque il y a une bascule dans ce discours qui fait que le discours universitaire, le discours hystérique et le discours du maître se télescopent dans le discours capitaliste. Alors, est-ce que ça veut dire que dans notre monde moderne, ces discours-là ne fonctionnent plus? Parce que le discours universitaire, on en voit les effets de ravage dans l'enseignement, y compris à l'université. L'université, c'était quand même un lieu de formation de savoir. C'était pas pour préparer des gens à travailler en entreprise comme ça l'est maintenant. Ça pose une question, ça, par rapport à l'apprentissage de l'écriture, de la lecture, et même des choses du monde. Bon, ça, c'est un point. Alors, est-ce que ça... Je pense que ça, il fonctionne plus. Est-ce que le discours du maître fonctionne? C'est pas certain qu'il fonctionne, le discours du maître. Il n'y a qu'à voir simplement dans l'événement actuel ce qui se passe en Syrie, quand on voit la valse des hommes politiques qui étaient prêts à tirer des missiles, sur quoi ils allaient tirer leurs missiles, ça pose, c'est pas vraiment des maîtres. Parce qu'un maître, il ne faut pas qu'il se trompe. S'il fait un truc et qu'il se trompe, hop, il passe à la casserole. Lacan, il en parle comme ça, du vrai maître. Le vrai maître, il y a une montée dans notre monde, depuis très longtemps, de l'irresponsabilité. On peut faire plein de trucs et on change de poste, et puis on voit bien tout ça. Alors, est-ce que la psychanalyse pourrait, et c'est peut-être, pourrait essayer, ou en tout cas de faire apparaître qu'on peut, les autres discours existent et qu'on pourrait peut-être les interroger et les faire, leur redonner une consistance. C'est ça que elle les bafoue pas, elle voudrait pouvoir leur donner une consistance que tu as rappelé toi-même, qui a une éthique propre à chaque discours. Voilà. Parce que ça amène justement la position du sujet. Le sujet, vous êtes averti de ça, mais pour la plupart des gens, le sujet, il parle. Non, le sujet est parlé. Il ne parle pas. C'est une position passive. La subjectivité. Il est parlé, parlant. Il parle quand même. Oui, mais son acte fondateur primordial, ça, même des ennemis absolus, enfin qui sont devenus des ennemis absolus, comme Nietzsche et Wagner, ils ont très bien compris ça. Il suffit de lire les propos de Nietzsche sur l'amor fati ou d'écouter les opéras de Wagner. C'est-à-dire que le sujet, sa première... Il devient sujet au moment où ceux dont il ne peut pas prendre le contrôle, il décide que c'est lui qui en est l'auteur. Donc c'est la servitude volontaire de la Boétie. C'est-à-dire qu'il... C'est important ce point-là, c'est que le signifiant lui vient de l'extérieur. C'est pas le sujet qui invente le signifiant, il le reçoit.
Et alors Lacan a une expression très intéressante là-dessus, c'est que le moment primordial de la prise du corps dans le signifiant, il dit que c'est quand même une insondable décision de l'être, qui est une expression absolument unique chez lui, et qui quand même, c'est pas dans son habitude, une insondable décision de l'être, qui fait que ou bien on devient névrosé, ou bien on est un pervers, ou bien on est un psychotique. C'est-à-dire que la façon dont on se positionne comme sujet, soit on accepte le signifiant, c'est-à-dire qu'on reconnaît la castration, soit on en fait un démenti, comme dans la perversion, soit on en fait forclusion, ça vous détermine dans des positions très différentes qui ont des conséquences, et ça se produit très tôt dans l'existence d'un sujet. Lacan quand même parle de parlette, parce qu'il a introduit le terme de parlette à cette période-là. Le parlette, c'est un parlant et un parlant-parler, mais c'est une autre définition que l'individu. C'est un individu qui a un corps, un nom, une histoire, bien sûr l'inconscient, et une jouissance spécifique. Donc il y a plusieurs catégories pour le définir, et il fait une conjonction justement entre le par-l'être et le sujet pur du signifiant. Ça, c'est des choses qu'on aura à développer et à mieux articuler. Parce que c'est pas l'individu et c'est pas le sujet pur, le par-l'être. C'est un mélange, c'est un hybride de tout ça. Un être complexe finalement, par l'être. Être de la parole. Le sujet, c'est même une abstraction logique, exactement comme l'objet petit a. C'est pour ça que les termes sont corrélés. Puisque Lacan, là, en fait, tire sa position d'une illumination heideggerienne, puisque c'est Heidegger, dans ses réflexions sur la parole, donc qui découvre que c'est la parole qui parle. C'est pas quelqu'un qui parle, c'est la parole qui parle à travers la résonance d'un corps. Et comme il est immergé dans la philosophie grecque, il arrive à extraire de cette position une dimension philosophique au sens élevé du terme, cette fois, qu'il appelle le Dasein, qui lui donne Alors, parce que il utilise le terme de Daseiner. Qu'est-ce que ça veut dire, ne pas vouloir Daseiner? Ça veut dire qu'il ne faut pas se contenter d'être là. D'être là, voilà. Parce que le Dasein, c'est une dimension extatique. C'est-à-dire que, pour le dire de manière très simple, on pourrait dire que l'homme, dont on ne sait rien, on ne sait pas ce que c'est l'homme, Lacan le dit, on ne sait pas. Mais il appartient à ce monde, à cette terre-là, c'est-à-dire que sa matérialité, ses constitutifs, ses constituants, organiques, etc., sont faits des matières de cette terre-là, que cette terre, normalement, les réabsorbe et les redigère. Donc, il y a quelque chose de l'ordre d'une appartenance à cette terre, de l'ordre de l'homme dont on ne sait rien. Pour Heidegger, donc, il y a une impasse qui court depuis le début de la philosophie. Évidemment, Lacan, quand il passe là-dessus, ça ne lui passe pas à côté de l'oreille, parce que lui, il entend très très bien. C'est qu'il y a quelque chose d'inconciliable entre la position théologique originaire, c'est-à-dire que l'homme serait un être déchu dans ce monde, et il n'appartiendrait pas à cette terre, mais il serait là sur un mode de pénitence. Il y a eu une chute, et puis mais il viendrait d'ailleurs, et donc il serait pas chez lui sur terre en quelque sorte. Et là, le matérialisme, il faut l'entendre au sens aussi matérialisme dialectique, bien sûr, pas le matérialisme vulgaire. Le matérialisme de Marx, lui, du jeune Marx, prétend le contraire, c'est-à-dire il dit non, l'homme est chez lui sur cette terre. C'est vraiment. Est-ce que je peux, sur le Dasein, oui. Je vais l'illustrer, tu vas me dire si c'est juste ce que je pense là, à propos d'Antigone. Antigone, elle suit les paroles fondamentales, la thé familiale en gros. Donc, son Dasein, ça serait de les accomplir. Seulement, justement, on voit bien que dans toute cette tragédie, ce sont des choix qu'elle fait. Elle pourrait ne pas consentir à ça, comme fait sa sœur, par exemple. Elle choisit de soutenir la thé familiale, donc ce qui lui vient de l'autre, pour accomplir. Mais c'est un choix. Et le choix ultime qu'elle fait, qui est
exclusion finalement de la décision de Créon, c'est que quand elle se laisse enterrer vivante, elle refuse de céder à l'idée que son frère ne doit pas recevoir les honneurs, ça avait une importance considérable à l'époque, bien sûr, dans son tombeau, elle se pend. Le dernier geste de liberté qu'elle a, c'est qu'elle se pend. Hein. Alors, est-ce que ça, c'est une façon, cette attitude qu'elle a tout le long, même si elle accomplit un certain Dasein, elle n'est pas tout à fait dans le Dasein, hein, elle n'est pas l'être là, elle décide à chaque fois. Est-ce que c'est ça? Est-ce que tu l'entends comme ça? Hein? C'est complexe. Non, mais j'essaye parce qu'il en parle 2-3 fois, et moi, comme je manie pas bien du Alors, tout, je vais essayer de l'éclairer d'une autre manière. C'est-à-dire par rapport au... Est-ce que je peux intervenir là? Oui. Ça me semble la question de l'acte, oui. ce dont on est en train de parler. C'est bien ça. Non, j'essaie de parler d'abord, avant ça, de la différence qu'il y a entre une sorte, avant l'acte, il y a une sorte d'étrangeté à assumer. C'est-à-dire que, voilà, l'impasse que résout Heidegger entre la théologie et le marxisme, en tout cas le jeune Marx, c'est de dire que ça s'appelle la Geworfenheit, ça veut dire le fait d'être jeté, la T, déjeté dans le monde. Et ça veut dire que c'est la condition constitutive de l'être humain. C'est-à-dire qu'il n'est ni étranger, il n'appartient pas à un univers céleste, et puis là, il a son purgatoire et son enfer à passer, etc. Il n'est pas non plus chez lui sur Terre, puisqu'en fait, avec un peu de sensibilité, on n'accède pas directement aux objets, on accède à très peu de choses. On a le langage qui nous barre, tout ça. Donc, entre les deux, il y a cette Geworfenheit, et donc c'est le Dasein. Le Dasein, au départ, c'est une dimension extatique, c'est-à-dire que c'est un entre-deux. C'est une extase. Il y a une stase, il y a une extase, ça sort de là. Le Dasein, déjà, il annonce la position du sujet, parce que le sujet n'est pas de ce monde. Le sujet appartient à l'univers symbolique, donc il n'est pas de ce monde. Quand on parle du sujet lacanien, c'est quelque chose qui n'est pas de ce monde, c'est une abstraction logique. On peut trouver nulle part un sujet dans ce monde. Il n'appartient pas, comme la parole en elle-même, il n'appartient pas à ce monde. Voilà. Donc, après, pour reparler du désir chez Antigone et de la dimension tragique, je pense que là on aura le temps d'y revenir, parce qu'il y a... Après, il va, comme il va parler aussi de la religion chrétienne, etc., et de cette dimension de la Bejahung, c'est-à-dire de dire oui ou, ce non inscrit au cœur même du oui qu'on trouve dans le christianisme, hein, puisque Eli, lama sabachthani du Christ, c'est pourquoi mon père m'a abandonné, c'est qu'au cœur même de l'amour absolu, hein, il y a un non fondamental, c'est de fidélité au désir. Donc ça, on va le retrouver avec Antigone. Je pointais ça parce que Lacan parle justement de l'analysant qui ne doit pas se contenter de Dasein. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y mette du sien. Voilà. Que d'une certaine façon, il faut qu'il y mette de sa peau. Hein. C'est pas une thérapeutique au sens de psychothérapie. Bien sûr que ça a des effets. Alors, pour l'analyste, c'est pareil. Hein, il faut aussi qu'il y mette de son réel, de sa peau, d'une certaine façon. C'est pour ça que je dis qu'il ne se contente pas, et lui le dit pour lui, il ne se contente pas de Dasein. Ben oui, hein, il dit, ben voilà, je suis surdéterminé, j'ai plus qu'à suivre mes signifiants. On est surdéterminé par des signifiants, ça c'est certain. On a à repérer, comme le dit Lacan, les amarres de notre être, justement, qui sont des amarres langagières, et c'est ça qui permet de changer le cours de son histoire. Hein, c'est-à-dire de donner un autre sens de réel à la répétition. Et même de repérer ce qu'il y a de réel dans la répétition. C'est-à-dire cette différence entre le pareil, la différence qu'il y a entre le pareil et le même. Voilà. C'est ce côté-là qui permet de changer le cours des choses. Et tous ceux qui font des analyses ou pas, on voit bien qu'il y a des vies qui s'orientent tout à fait différemment, qui n'auraient pas pu se faire en dehors de la cure, puisque l'auto-analyse est impossible. Alors, on peut toujours faire des expériences traumatiques dans la vie qui vous font changer, mais ce n'est pas la même procédure. Et c'est là, là c'est un point très important, puisque c'est là où Lacan fait un pas de plus que Heidegger, c'est-à-dire de passer du Dasein au sujet, et évidemment, comme c'est de la logique lacanienne, ce pas correspond à un retour en arrière. Et c'est là où on retrouve Descartes, c'est-à-dire que normalement d'être passé par Hegel et Heidegger, avec ce qu'il a compris, revenir au cogito de Descartes, pour un philosophe, c'est absolument impossible. Or, il explique, donc, dans le « je pense, donc je suis », puisqu'on termine sur ça, hein, ce passage de la troisième. Ça se situe là-dedans, c'est là, voilà, c'est là que ça se situe. C'est le sujet de la science. Hein. Voilà.
c'est le sujet de la science. Qui ne pose plus la question de l'être, entre parenthèses. Il évacue la question de l'être. Donc il la repose en termes de par-l'être. Et ça, c'est des retours comme ça. On voit bien ce que c'est que la répétition qui fait du nouveau, tout en repassant par les mêmes traces. Oui. Disons, on peut radicaliser même cette formule, je crois que Deleuze, dans ses moments d'inspiration, l'a fait. Le nouveau ne vient que par la répétition. C'est-à-dire que c'est le mode d'arrivée du nouveau, c'est pas la répétition. Donc c'est contraire absolument à l'idée du nouveau telle qu'elle est véhiculée dans nos sociétés, par exemple, où on va attendre les nouvelles iPhone, les nouveaux trucs, etc. Alors que justement, c'est la propre manière qu'aura le sujet de se confronter à ces signifiants que le nouveau va arriver. Donc la répétition, en fait, c'est la possibilité de la révolution. En fait, ça c'est tous les textes, évidemment, notamment de Walter Benjamin, qui est dans la pure mouvance, je dirais, de l'orientation lacanienne. Alors, à propos de la répétition, puisqu'on est là-dessus quand même, c'est que Freud situait la pulsion de mort dans le registre de la répétition, justement. Seulement, évidemment, ça a été entendu de travers, parce que la pulsion de mort, ça ne veut pas dire qu'on a envie de mourir. Ça veut dire qu'on accepte. Pour se sortir de l'aliénation, il faut la reconnaître. Ça veut dire qu'il faut pouvoir reconnaître les signifiants qui nous surdéterminent, notre assujettissement à eux, parce qu'il y a là une mortification de la jouissance. C'est dans ce sens-là qu'il faut l'entendre. Cette pulsion de mort, évidemment, elle est mal nommée. Comme il n'y a pas de pulsion de vie non plus, ça existe, c'est des termes qu'il faut manier, et c'est pas tout à fait ça. C'est parce que c'est le signifiant qui mortifie la jouissance du corps, le fameux ronron, là. Ça serait bien si on pouvait ronronner comme des animaux, après tout, on serait peut-être plus heureux, on serait peut-être pas là à travailler, à faire des choses comme ça. Donc, à s'angoisser là-dessus. Oui. Et alors, Žižek, il a une très bonne lecture de la pulsion de mort, parce qu'il propose justement, pour lever cette incompréhension, ce malentendu massif autour de la pulsion de mort, de considérer qu'en fait, ça veut dire précisément l'inverse. C'est-à-dire, il prend l'exemple de undead dans la littérature fantastique commerciale, donc le non-mort. C'est quelque chose qui insiste de manière obscène parce qu'il ne veut pas mourir. Donc c'est des espèces de reliquats de vie non morte qui n'arrêtent pas de pulser et de battre, et justement ça, c'est la pulsion de mort. Donc on trouve dans Stephen King, par exemple, ou alors dans des exemples un peu plus anciens, dans, bien sûr, les opéras de Wagner, puisqu'il est toujours question de ça dans l'opéra de Wagner, donc jusqu'au plus célèbre Tristan, qui a servi de bande-son au dernier film de Lars von Trier, donc Mélancolia, où, en fait, Tristan est pris dans cette pulsion de mort. Ce qu'il craint, c'est de ne pas mourir. La mort vient libérer à ce moment-là. L'éternelle répétition de ne jamais sortir de l'impasse de ce truc non-mort qui n'arrête pas de battre, etc. Donc on voit ça aussi avec la blessure de Dame Fortas dans Parsifal, etc. Ou même dès le départ avec le vaisseau fantôme, c'est quand même les non-morts qui sont sur le bateau. Un point justement, c'est parce qu'on court après. Effectivement, là ça pose la question de la différence entre l'objet cause du désir et l'objet petit a et l'objet désiré. Alors l'objet désiré, je ne vais pas parler de l'objet d'amour, ces choses-là, mais le premier objet du désir, c'est le signifiant de sa reconnaissance. C'est pour ça que, en fait, on court après nos signifiants, sans le savoir, et on court après aussi. On est causé par un objet perdu, et on court après le signifiant qui nous signifie toujours le rattache, puisque chaque fois qu'on en attrape un, on passe sa coupe, et à nouveau, on recourt ailleurs, parce qu'on est mortifié par ça, mais c'est une façon de s'en libérer. Voilà, ce qui permet, comme le dit Lacan, d'une phrase que je trouve absolument géniale, de retrouver dans le parler ce qu'il faut de jouissance pour que l'histoire continue. C'est-à-dire que ce n'est pas pour un seul, c'est pour disons, le collectif, mais pas la jouissance mortifère du surmoi auquel nous convoque éventuellement le discours actuel, qu'on en entend, mais c'est vraiment au niveau de pouvoir parler, je veux dire, retrouver dans le parler, fonction majeure dans tout l'enseignement de Lacan, tout le temps.
Donc voilà, ce sont des notions complexes, bien sûr, mais... Est-ce qu'il va être 4 heures? Oui, oui. On va peut-être parler. Voilà, oui. Si vous voulez intervenir, poser des questions et qu'on essaye de dialoguer. On n'a rien préparé à l'avance, nous on a simplement la mise en scène, c'est tout. Donc Ah oui, parce qu'on voulait justement se mettre à l'épreuve de cette prise de parole sans aucune préparation, donc le risque de se tromper, parce que le risque de l'erreur est inhérent à la prise de parole. Et aujourd'hui, c'est le zéro erreur, zéro faute, etc. Et donc, il n'y a plus de parole. Il n'y a que des gens qui lisent des trucs et tout le monde s'emmerde. Et donc, voilà, on essaie de s'ennuyer un peu moins. Donc, je vous remercie d'être venu. on essaye de... C'est quand même pas mal. Il fait mourir les Lévi-Strauss, quand même. Alors, bon, j'en parlerai plus tard. Dans le texte officiel, il semblerait qu'il y a eu quelques censures. Je vais le décrypter bientôt, ce texte-là. Il y a eu quelques censures sur des lapsus de Lacan, sur la mort de Lévi-Strauss, et sur le fait qu'il ait dit qu'Anna Freud ressemblait à une chure de mouche. Alors, je crois que ça a été enlevé du texte officiel, établi, le texte établi. Hein, voilà, je vais le regarder. De toute façon, je vais composer, mais dès que j'ai les moyens de le faire, j'entends technique parce que j'ai un problème avec mon scanbook. Je vous ferai un dossier où il y aura les 3 versions de la 3e, c'est-à-dire la version qui a été publiée dans les lettres de l'école freudienne qui n'a pas été relue par Lacan, la version que nous avons transcrite avec un certain nombre de gens que vous avez, on a mis plus de 2 ans pour faire ça. On écoutait chaque truc. Il y avait des gens qui entendaient des phrases qui n'existaient pas. Enfin, il fallait revenir. On revenait en arrière. Mais s'il a dit ça, on revenait puis on ne trouvait pas bon. Et puis la 3e version, là, ce que j'appelle, sans prononcer, la version, ce qu'on appelle la version établie, je les mettrai ensemble en PDF. Comme ça, quand vous cliquerez un terme, vous aurez peut-être apparaître s'il y a des variations, parce que c'est intéressant. Et nous, on a la chance, parce qu'on a un audio, qui est quand même... Vous avez vu la qualité de... Il faut dire qu'on était dans une académie de musique. Vers la fin, ça s'est un peu brouillé, parce que ça bougeait beaucoup, mais quand même, vous avez vu la qualité de son pour un truc comme ça d'amateur, quoi. Voilà, alors, on y va, allez-y, essayez de... Si vous avez des choses à dire. Allez-y. Parle fort. Oui, j'ai une remarque à faire sur laquelle vous avez commencé sur la voix et au fond sur la façon dont Lacan se lâchait dans sa transmission à un public, pas que d'analystes d'ailleurs. Heureusement. Et pas tout de suite d'analyste, il a ouvert un peu, pas tout de suite. Ah oui. Ah oui. Il a ouvert après 68 surtout. Ah oui, donc là, avant, il y avait aussi des non-analystes. Le public là. Oui, ce public là. Voilà. Et au fond, cette part de se lâcher comme ça en public, c'est ce que vous avez fait, même si vous avez travaillé probablement avant, de ce qui échappe, de ce qui le fait jouir lui. Hein, il parle des animaux, d'ailleurs il aime beaucoup l'animalité, hein, le chat, plus tard il y a les hérissons, enfin, et qui l'inquiétait quand même après coup, mais il ne pouvait pas s'empêcher. Et je pense que c'est là qu'on voit la dimension qui était poussée par cette proximité qu'il savait, il était tout le temps dans la passe du réel. Combien après il disait à Gloria, mais qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit? Et il dit d'ailleurs à un moment, faites comme moi, allez-y, mais pas comme moi en m'imitant. Oui. C'est-à-dire ce côté faites clown. Faites comme moi, mais ne m'imitez pas. Clown ou fou, hein, quand il a parlé, même plus tard. Et au fond, là, je me tournerai vers Patrick, c'est-à-dire, quand même la salle, les gens dans la salle, moi je ne suis pas allée, ils étaient saisis. Parce qu'il y avait quelque chose qui n'était vraiment pas prêt, saisi, physiquement, saisi. Et ce qui ne va pas maintenant, c'est que on peut l'entendre comme un dieu, quand même aussi. Il y a des gens comme ça. C'est-à-dire quand même, on écoute avec dévotion, il y a des institutions comme ça.
où on ne veut pas entendre la jouissance. S'ils écoutaient Lacan, ça serait bien, mais ils s'écoutent entre eux, c'est ça qui fait problème. Peut-être qu'il y a quelque chose, mais quand même, il y a cette dimension-là, moi je crois, importante, qui est que quelqu'un qui se permet ça, des gens après peuvent l'écouter comme un dieu. Voilà, je pose ça comme ça. Voilà. Comme un dieu. Un dieu. Il parle un dieu. Moi, je crois que vraiment, alors là, il n'y a aucun danger. Si vous faites écouter Lacan, vous ne pouvez pas le prendre pour un dieu, parce qu'il a tout fait pour empêcher qu'on puisse le mettre sur ce registre-là. Il y a d'autres, parce que tout ce qu'il utilise, c'est vraiment toujours pour bien séparer les choses et pour se positionner d'une façon où on ne peut pas le prendre au niveau d'un sujet qui aurait un savoir. Il le développe à son insu et il suit ses propres énonciations, il prend des risques. C'est pour ça que je disais au début, il va lire ses 66 pages, soi-disant, il aura écrit 66 pages, on ne les a jamais vues. Il parlait, il s'est mis à parler. D'ailleurs, c'était difficile de l'enregistrer parce qu'il se déplaçait dans la salle. Alors, puisque vous me parlez des effets dans la salle, vous verrez à un moment donné, il y a un passage assez comique comme ça, c'est qu'il y avait une espèce d'agitation. Il y avait plein d'Italiennes, très jolies Italiennes avec des chapeaux comme ça, qui circulaient dans la salle comme ça, et à un moment donné, il les voit circuler, il veut sortir un truc, il dit « Oh, il y a trop de locaux pour l'Esprit Saint ». C'est-à-dire qu'il fait, vous voyez, le genre de truc qu'il attrape en cours de route, les effets que ça pouvait produire. Évidemment, il y avait cet effet, mais l'effet, on voit bien qu'il vient nous chercher. Hein. On ne peut pas rester indifférent à quelqu'un qui parle de cette façon-là. Et lui, il était effectivement parti, lâché. Je ne pense pas que c'est pas un terme. Moi, je trouve que c'est pas. Je sais pas, je le vois pas se lâcher. Il fait pas de l'association libre comme un analysant, mais il fait de l'association raisonnée quand même, parce que ça résonne dans les deux sens du terme. Il y a de la raison et ça résonne. C'est pour ça qu'à un moment donné, il dit qu'il parlait au mur à Sainte-Anne. C'est-à-dire qu'il y a les deux registres. C'est quand même, vous le verrez, c'est quand même vachement articulé ça. Ah oui. Hein, ça vient, c'est-à-dire que quand il sort un truc, il le suit qu'un peu, puis après il reprend ailleurs. C'est pour ça que des fois on perd le fil, tout simplement parce que le fil il est tout le temps coupé. Et qu'est-ce qui coupe le fil? C'est la voix. Et la voix, comme il le dit, elle est aphonique. Ça s'entend pas. Comme le regard, c'est pas la vision, comme la merde, c'est pas le caca, hein, et comme le sein, c'est pas le nichon. Voilà. C'est de ce registre-là. La voix, c'est ça. C'est que quand on parle, il y a des modulations qui permettent à l'auditeur de se situer aussi par rapport à ces modulations et d'entendre ce qu'il veut et ce qu'il peut entendre. Hein, voilà, je voulais le dire un petit peu comme ça. Mais est-ce que finalement ça ne reprend pas quelque chose qu'il faut distinguer justement entre Ouzous et Fouilly? C'est-à-dire qu'on entend bien que Lacan, quand il parle comme il le fait, il jouit, c'est clair, tandis que la plupart du temps, et c'est bien le début de ce qu'on trouve chez les analysants, ils jouissent d'eux. C'est-à-dire que c'est ça qui est tout à fait différent et qui pourrait peut-être même distinguer alors le discours capitaliste, qui est toujours une jouissance d'eux, y compris des sujets humains transformés en objets, en objets de consommation, en production, hein, puisque beaucoup de femmes là-dedans produisent un corps qui doit être conforme à. Hein, c'est ça. Elles sont plus à ça. Je dis les femmes, mais c'est aussi pour les hommes dans le petit public. Donc est-ce que c'est pas la question de très précisément de l'articulation entre le jouir d'eux et le jouir? Oui. Il est dans une jouissance, il ne jouit pas de dire. Non. Il y a une autre formule qui ressemble à celle-là, c'est quand il dit vous imaginez, j'imagine. C'est la même chose, c'est-à-dire que c'est le sujet est directement pris dans le verbe, tandis qu'il y a une dérive justement quand il y a une préposition. À son séminaire, il ne jouit pas du public, lui. Comme font certaines personnes, il ne jouit pas du public, il se laisse porter par la jouissance du se jouit, ce qui est le sien, d'où l'angoisse, il en parle de son angoisse. Et il repère un truc qui pointe très bien chez Joyce, c'est qu'il dit que Joyce, il est dans sa jouissance spécifique et il ne dérange pas la jouissance des autres. Ça veut dire quoi? C'est quand même la jouissance du symptôme, de chacun.
C'est pas jouir de l'autre comme un objet, et c'est ce que vous disiez par rapport à l'utile. J'utilise l'autre dans l'usage, et alors qu'il y a de la fruition. C'est-à-dire que si il y a des gens comme lui, quand ils enseignent, ils vous rendent intelligent, c'est-à-dire qu'ils vous apprennent à lire entre les lignes, parce que c'est ça l'intelligence, c'est pas autre chose, c'est pas de la dimension du savoir, c'est la dimension d'un savoir-faire avec ça, et il y a des gens, quand ils enseignent, ils vous rendent bête. Mais juste sur ce point-là, je crois que c'est vraiment important de reprendre cette formule qu'a mis Lacan. Il dit d'ailleurs que c'est un réel problème. L'inconscient se pense dans une autre langue. Même si c'est en français, c'est pas important, c'est l'autre langue. Mais c'est pas le savoir-faire, moi je crois que c'est très important ce point-là, c'est le savoir-y-faire. Alors là, c'est une autre dimension. Oui, mais elle est fondamentale par rapport à la question de la jouissance. Savoir-y-faire, il est là. Le savoir-y-faire, c'est par rapport aux symptômes, alors que la jouissance du corps, il n'y a pas de savoir-faire. Il n'y a pas de science de l'initiation, c'est ce qu'il dit, c'est que vous êtes pris là-dedans. Est-ce que cette jouissance dont vous parliez, là, justement, qu'il a en parlant, on peut la rapprocher au sens où elle n'est pas dans un narcissisme habituel, on peut la rapprocher d'un enfant qui commence à parler et qui jouit de cette parole. Ben oui, c'est exactement ça. Hein, la langue, c'est la lalation, c'est le babil enfantin. Et donc c'est un échange avec la mère qui se situe sur ce registre-là. Et c'est en principe la mère qui petit à petit va introduire des signifiants, donc des coupures, et va l'introduire à la dimension de... D'abord c'est l'idiome, ce qu'on appelle la langue maternelle, c'est entre l'enfant et la mère, donc ça fait trait de jouissance pour l'enfant, qui lui viennent des interventions de la mère, et ça va conduire à apprendre l'idiome de la contrée. Hein. Oui, c'est ça, la lalation, c'est de la jouissance. Et ça renverra ce que vous disiez tout à l'heure, qu'à la forme de jouissance du corps. Mais oui, c'est ça. Hein, c'est ça. On passe de l'un à l'autre, là. Oui, c'est ça. Effectivement, c'est pour ça qu'il dit qu'il y a une jouissance du corps avant la langue et avant le signifiant, qui est une jouissance très énigmatique. Alors, puisqu'il parlait des animaux, il parle du chat, du hérisson, mais il parle aussi des libellules, il parle de l'huître, il parle du bacille, il parle de plusieurs animaux comme ça, hein, la pigeonne bien entendu, et puis il finit par demander si l'arbre jouit. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que la psychanalyse est particulièrement opérante justement sur les enfants qui sont à cet âge-là? Qui sont à cet âge-là, c'est-à-dire Qu'est-ce qu'un enfant? Qu'est-ce qu'un enfant? Si le refoulement originaire s'est déjà joué avant les 6 mois dans les 6, qu'est-ce qu'un enfant? à cet âge-là, c'est les conditions. Il est dans mais à tout âge, je pense qu'à tout âge, ça peut bouger sur ce registre-là. Le problème, c'est que... ça bouge ou ça ne bouge pas, là? Comment? Et là, ça bouge ou ça ne bouge pas? Qui? L'enfant, au moment où, justement, il passe à cette parole. Ça bouge pas, c'est-à-dire, je comprends pas. C'est autour de l'âge de l'entrée à l'école maternelle, ça. Et à l'entrée à l'école maternelle, il est déjà debout, il parle, il fait caca dans son pot, il est déjà pris dans la langue, dans l'idiome de la contrée. C'est avant. Hein? Alors est-ce que ça bouge pas, ça, je peux pas, je sais pas, parce que de toute façon, puisque j'ai parlé tout à l'heure d'insondable décision de l'être, il n'y a pas une corrélation directe entre ce que fait la mère et ce que devient l'enfant. Bien sûr. Donc la mère n'est pas cause de ce qui arrive à l'enfant, même si elle a des effets, bien sûr. Et ça, c'est très important, mais ça, c'est pas admis. Hein. C'est pas admis. C'est-à-dire qu'on ne voit jamais chez Lacan ou Freud des reproches adressés à la mère, jamais. Patrick, il reste 1 minute de caméra, donc on peut continuer continuer un peu hors champ, mais là, la caméra va s'arrêter parce que c'est... Ah bon, ça va être... Oui, ben d'accord, on peut s'arrêter là, on peut parler maintenant. Donc, première session. Bah écoutez... Non mais c'est vrai que... Moi, c'est vrai que, bon, pour moi c'est un exercice nouveau. Parce que moi personnellement, quand je parle seul à la tribune, je fais ce que je veux, moi, à peu près, quoi. Quand on est deux, évidemment, ça pose... C'est pas facile, parce que... qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. Hein. Oui, voilà. Pour moi, c'est une expérience nouvelle, et on veut justement faire quelque chose
de nouveau c'est aussi parce qu'il va bien falloir que... Enfin, bien falloir, non, c'est trop bête de dire ça, mais vous allez pouvoir participer, et c'est important que vienne de la salle quelque chose, chacun à sa façon, sans être embarrassé des effets que ça, voilà, hein, voilà. J'ai bien répondu. C'est quand même pas facile. Non, c'est pas facile. C'est pas facile. Vous étiez par moments retourné à vos propres discours, qui ne sont pas les mêmes, bien entendu. Enfin, donc, on fait comme on peut. C'est pour ça que quand même, on s'est donné, c'est quand même toi qui as proposé ça, on s'est quand même donné qu'il va falloir, c'est ça qui va être notre guide. Oui. Le rail, il n'y a pas trop, il ne faut pas trop, parce que évidemment, on va trouver des incises de pourquoi Lacan ramasse tout son enseignement, on va voir où il y a des bifurcations, où il va s'aventurer vers la biologie, il va parler de la biologie, il va parler de la théorie des quantas, il va parler des gadgets, il va parler de la lune, de la télévision, il va parler des bagnoles, il va dire... Donc c'est là-dedans qu'on va comprendre, je pense que ça va répondre à une de tes préoccupations, quand il va dire il n'y a qu'un seul symptôme social, tous prolétaires, donc qui n'ont pas de discours pour faire lien. C'est quand même une phrase sacrément énigmatique, ça, et rarement développée, alors que c'est central. Donc il va falloir effectivement... on a une base, tout le monde a la même, vous avez le texte, vous avez l'enregistrement, donc voilà.